ce troisième et dernier épisode consacré au chemin des dames, nous allons nous pencher sur un sujet très controversé, les mutineries, qui vont être un phénomène caractéristique de cette bataille de 1917. Il y a eu, à plusieurs reprises, des débats autour des chiffres ou encore de la place attribuée aux mutins. Lorsqu'il était Premier ministre, Lionel Jospin était intervenu à Craonne pour réintégrer les fusillés pour l'exemple dans la mémoire nationale. Philippe Séguin, alors dans l'opposition, s'était indigné qu'on mette sur le même plan les mutins et les soldats morts pour la France. Pour les gouvernements et les généraux, pour gagner la guerre, il fallait avoir à disposition des soldats, mais des soldats avec un état d'esprit optimiste, guerrier, et donc par conséquent, des hommes disciplinés. Or, compte tenu de la durée et de la dureté de la guerre, certains soldats ont cessé d'obéir aux ordres de leur hiérarchie. La crise va surtout se dérouler entre le mois de mai et les 2 premières semaines de juin 1917. À partir d'octobre, avec la prise de la Malmaison, la crise va cesser. Ce mouvement de mutinerie puise sa source dans l'échec de la bataille du chemin des dames. Les pertes énormes qui ont été enregistrées en 2 jours pour aucun résultat ont eu un impact négatif très important dans les esprits des soldats, alors que le moral, juste avant le lancement de l'offensive Nivelle le 16 avril, était bon. Par conséquent, le massacre va provoquer un choc énorme et va réveiller un sentiment de ras-le-bol par rapport aux conditions de vie et aux affrontements où les hommes sont sacrifiés pour pas grand-chose. Cette crise se produit surtout dans la zone du chemin des dames. Les rapports font état davantage de grèves ou encore d'incidents isolés. On compte environ 600 mutins fusillés durant toute la guerre, mais face à ces 600 fusillés, c'est 900 soldats tués par jour pour la seule armée française sur le champ de bataille. Dans ce reportage, vous allez également comprendre pourquoi le maréchal Philippe Pétain va jouir, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, d'une grande reconnaissance et popularité. C'est pas un paradoxe, il y a une espèce de contradiction entre les immenses espoirs qui sont soulevés avant l'offensive Nivelle et puis la dureté de ce qui est ressenti au soir du premier jour et du deuxième jour et au soir des premiers jours, où on ne progresse pas, où les camarades tombent par dizaines autour de vous. Et donc cette espèce de choc thermique entre l'espoir qu'il y avait avant et l'échec qu'on constate autour de soi va entraîner la réputation déjà de Nivelle, de cette opération-là, et puis les refus d'obéissance qui vont suivre. Et de mémoire, le premier refus d'obéissance, le plus significatif, le plus massif, pas le premier, le plus important, qui marque un peu le début de cette série-là, c'est celui du 18e régiment d'infanterie, qui vient de descendre des lignes et qu'on veut faire remonter en ligne pour une nouvelle attaque. Alors imaginez, vous faites partie d'un bataillon qui perd les 3/4 de ses effectifs. Vous êtes relevé, mis à l'arrière, et on vous demande 3 jours plus tard de retourner au front. Et les gars disent non, on arrête, on n'attaque plus dans ces conditions. La moitié des soldats ainsi envoyés au casse-pipe refusent de retourner au combat. C'est ce qu'on appelle les mutineries, quand on est du côté de la justice militaire. Alors moi j'ai l'habitude de dire, ce ne sont pas des mutineries. À aucun moment, les soldats ne retournent leurs armes contre leurs officiers. Il y a un général qui est méchamment pris à partie, mais c'est toujours le même et on cite toujours le même exemple. Dans la quasi-totalité des cas, il y a une formule que j'aime bien, c'est celle qu'a employée Denis Rolland dans un livre il y a quelques années, qui est celle de grève des tranchées. Les gens ne refusent pas d'être en ligne, ils ne mettent pas bas les armes, simplement ils disent on n'attaque plus. Le terme de mutin, encore une fois, n'est pas exact. Les hommes n'ont jamais, à aucun moment, refusé de défendre le front qui leur était confié. Ils voulaient simplement ne pas être lancés de nouveau dans des offensives qui étaient perçues comme aussi meurtrières qu'inutiles.
Et le mouvement va se propager dans une grande partie des divisions et s'étendre bien au-delà de la zone du chemin des Dames. Ce phénomène de mutinerie, il faut le replacer aussi dans le contexte de la guerre, hein. Une guerre d'une violence tout à fait inédite à l'époque, et ce dès 1914, hein, avec des mouvements de panique dans certains secteurs du front ou pendant la guerre de mouvement. Ensuite, la guerre de position a stabilisé quelque peu les choses, hein. Ça a permis d'atténuer un peu la rigueur de la discipline. On n'était pas dans la panique un peu de la guerre de mouvement, hein. Alors, ce qui se passe à la fin du printemps 1917 dans l'armée française, ça correspond précisément à 119 cas collectifs de refus d'obéissance ou d'abandon de poste. 121 régiments d'infanterie sont concernés par le mouvement, 23 bataillons de chasseurs, 7 régiments d'infanterie coloniale, 7 régiments d'artillerie et même un régiment d'infanterie territoriale composé de soldats plus âgés. Ces unités ne vont pas se soulever en bloc, elles vont être affectées par des troubles plus ou moins graves qui concernent parfois simplement une compagnie sur l'ensemble du régiment. Si l'on essaie d'évaluer en nombre par rapport à ce que représente l'armée française de l'époque les choses, hein, si l'on se penche sur les grandes unités concernées, on constate des troubles très graves dans 9 divisions, des problèmes sérieux dans 15, des incidents répétés dans 25, des difficultés mineures ou des cas unique dans 17 et aucun incident dans 44 autres. Il y aura des régiments qui vont mettre la crosse en l'air, menacer de marcher sur Paris pour faire la révolution. Ils vont être encerclés par les troupes et par la gendarmerie et ils vont finir par renoncer à leur attitude. Et il faut ajouter à cela un certain nombre d'actions isolées, de cas individuels peu significatifs. Il faut ajouter à cela les incidents qui surviennent dans les gares à l'arrière du front, à l'arrière de l'agitation, je l'ai dit, dans les gares, hein. Il y a des soldats qui crient à bas la guerre, vive la Russie, parce que des nouvelles arrivent de Russie, où la révolution est survenue. Alors il n'y a pas encore la révolution bolchevique au printemps 17, hein, mais il y a des soviets qui sont constitués dans l'armée impériale, et il y a manifestement une lassitude du côté russe, donc ça laisse espérer éventuellement une paix prochaine. Donc ça contribue à mobiliser les intéressés. Il faut ajouter à cela le fait que les désertions à l'intérieur augmentent, c'est-à-dire que les gens qui sont partis en permission puis qui ne reviennent pas dans cette période particulière, donc pour laquelle on a pu parler d'un moment de vertige de cette armée française qui jusque-là avait obéi à ses chefs et consenti des sacrifices absolument incroyables, mais qui était affectée manifestement par un sentiment de ras-le-bol. Et Pétain, à partir du 15 mai 1917, ordonne qu'on décime les mutins, c'est-à-dire qu'on en prend 1 sur 10, qu'on condamne à mort, que la justice, hein, ce sont bien des jugements qui sont rendus, que la justice condamne à mort. Alors, beaucoup de ces jugements seront commués en peine d'exil, on envoie au bagne, surtout en Algérie, mais 26 de nos anciens combattants seront fusillés. Nous serons donc considérés comme des traîtres à la patrie, et donc jusqu'à aujourd'hui, puisque beaucoup de ces fusillés ne sont pas réhabilités, on pourrait donc dire que c'est du sang de traître qui coule dans les veines de certains Français. Mais comme depuis 1916, le droit de grâce présidentiel a été introduit, le recours a été introduit, on a considérablement limité les pouvoirs de la justice militaire en 1916. Hein, elle a été beaucoup plus sévère dans les débuts de la guerre, hein, avec parfois quelques bavures incontestables. Hein. À partir de 1916, les choses vont beaucoup mieux. Et vont beaucoup mieux, c'est-à-dire en termes de droits. On reconnaît un certain nombre de droits, si vous voulez, aux accusés. Sur la crise de la discipline de 1917, un peu plus de 600 condamnations à mort, une vingtaine d'exécutions, parce que notamment le président de la République, à la demande du commandement, Poincaré va user très généreusement de son droit de grâce. Alors, 26 fusillés à cette date-là, qui font partie des 653 fusillés recensés par la justice militaire durant toute la guerre 14-18. Les premiers, c'est le 5 décembre 14, non loin de Soissons, à Vingré. Le caporal Henri Floch écrit à sa femme le 5 décembre 1914, c'est sa dernière lettre. Il explique pourquoi il va être fusillé le lendemain.
Quelques jours auparavant, ils avaient été pris prisonniers par un coup de main des Allemands, faits prisonniers par un coup de main des Allemands. Ils arrivent à s'échapper. Ils rejoignent donc le camp français. Le lieutenant les met au fer et les fait juger pour abandon de poste face à l'ennemi. 6 seront fusillés pour l'exemple, comme il est dit dans la lettre. Pour les soldats, ce sont des refus d'obéissance. Alors, on dit très souvent qu'on chante l'international dans les tranchées, ce qui est vrai, mais ces refus d'obéissance ne sont pas entièrement politiques, ils sont juste humains. On refuse, après ces 3 ans d'offensive ratée, d'y retourner. Dans un premier temps, la réaction et du politique et du commandement militaire est extrêmement stricte. Refus d'obéissance en ligne face à l'ennemi égale sanction, point. Et puis très rapidement, le politique et puis Pétain ensuite se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire. C'est absurde de parler de mouvement révolutionnaire à ce moment-là. Ce n'est pas parce que sur un ensemble d'unités qui connaissent des problèmes de discipline, il y a 3 drapeaux rouges qui traînent que c'est un mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas vrai. Donc ces mouvements d'indiscipline collective, on peut y répondre avec des mesures assez simples et de bon sens, d'alimentation, d'hébergement, de permission, de courrier, voilà, de choses de la vie quotidienne du soldat, qui rendent la vie quotidienne du soldat moins difficile ou un peu plus supportable. Et c'est ce qui va se produire. Et c'est ce qui explique qu'un mouvement qui, au mois de juin essentiellement, touche des dizaines et des dizaines d'unités, au 15 juillet, il est quasiment terminé. Donc la réponse, elle n'a pas été dans la répression, elle a été dans la compréhension des besoins du soldat. Voilà. Alors, comment réagir, comment faire face à ce phénomène? On l'a dit, Pétain est promu au commandement en chef le 15 mai pour remplacer Nivelle. Il doit reprendre en main la situation. Contre bon nombre de ses grands subordonnés, je pense notamment à Franchet-Desprez, qui réclament une répression tout à fait énergique, qui sont convaincus qu'il y a derrière tout ça un complot pacifiste, socialiste, et qu'il faut être extrêmement vigilant sur la question. Il comprend, lui, que c'est une certaine manière de conduire la guerre qui est en cause, qui est à l'origine de la crise. On l'a dit, la répression va rester limitée, un peu plus de 600 condamnations à mort, une vingtaine simplement d'exécutés, grâce notamment aux grâces systématiquement accordées par Poincaré à la plupart des condamnés. Outre les peines de mort, pas loin de 3000 condamnations prononcées, dont près de 1400 ce sont des peines supérieures à 5 ans d'emprisonnement, donc une répression quand même tout à fait significative. Il y a quelques centaines de sursis, de condamnations avec sursis, 34 acquittements quand même qui sont accordés par les conseils de guerre. Donc voilà pour la répression, qui par rapport à l'enjeu, l'éventuel effondrement de l'armée française du fait de ces mouvements, apparaît effectivement assez limité. Encore une fois, relativisons, 600, un peu plus de 600 fusillés sur toute la guerre, 900 tués par jour pendant ce conflit pour l'armée française. Pétain comprend qu'il faut en fait améliorer la condition du soldat, que la répression n'est pas à même, à elle seule, d'aboutir à une solution. Il va prendre toute une série de mesures qui visent à l'amélioration du moral. On va réorganiser l'octroi des permissions. On avait des permissions de 7 jours pour 4 mois, jusque-là ça sera 10 jours, et on veillera à ce qu'elles soient octroyées bien régulièrement, parce que c'était un peu l'anarchie dans ce système. On va surtout aménager les cantonnements à l'arrière, où les soldats étaient généralement dans des conditions d'hygiène déplorables, passaient leur temps à saouler pour passer le temps. Eh bien, on va améliorer leur situation, on va faire venir des lits pour qu'ils puissent dormir dans des conditions décentes, on va organiser le théâtre aux armées pour les distraire, on va améliorer le ravitaillement aussi, faire varier le ravitaillement, améliorer
aménager les cantonnements. Tout cela, évidemment, ça va jouer son rôle, mais surtout, il y a la nouvelle stratégie définie par Pétain, résumée, vous le savez, par la célèbre formule « J'attends les Américains et les tanks ». C'est-à-dire que jusque-là, on a fait une guerre extrêmement coûteuse, extrêmement sanglante. Hein. On a dépensé massivement le capital humain dont on disposait. Maintenant, c'est la machine qui doit prendre le relais à une époque où la guerre est en train de se moderniser, de s'industrialiser, puis à une époque où, en termes d'effectifs, on va avoir, alors ça va demander 18 mois peut-être, mais on va avoir l'arrivée massive des Américains, ce qui veut dire que dans la durée, le rapport des forces va basculer en faveur de l'entente. Alors désormais, il y aura toujours des actions engagées, mais elles le seront sur des secteurs limités, avec des moyens considérables et bien adaptés, hein, pour obtenir des succès, même s'ils sont locaux, n'en sont pas moins significatifs. Hein. On ne va pas essayer de faire la grande rupture, la grande offensive qui devrait aboutir à la fin de la guerre. Et le modèle de ce type d'action, nous en reparlerons demain, c'est l'action menée contre le fort de la Malmaison, hein, qui est emporté à l'automne et qui est une réponse, cette victoire de la Malmaison, à l'échec du 16 avril sur le chemin des Dames qui se trouve juste à côté. Hein. En fait, Pétain, de ce point de vue, va en quelque sorte rétablir la confiance, reprendre en main une armée qui a eu un moment d'hésitation, un moment de flottement à cause du désastre du chemin des Dames, et c'est une armée qui va être un magnifique instrument pour conduire à la victoire en 1918. Le chemin des Dames sera repris en 1918 par les Allemands et en juillet 18, les Allemands sont à Château-Thierry, exactement comme 4 ans auparavant. 4 ans de guerre, 4 ans de tuerie, pourquoi? Heureusement pour les Français, les Américains sont là, nous repoussons les Allemands jusqu'aux Ardennes, on va bientôt fouler le sol ennemi, mais le 10 novembre 1918, les Allemands demandent l'armistice qui sera signé pour être effectif le lendemain, le 11 novembre 1918 à 11 h. Qui le demande cependant? Ce n'est pas l'armée allemande, ce sont des diplomates, des plénipotentiaires du nouveau gouvernement socialiste, car comme en Russie, le gouvernement, la monarchie parlementaire de Guillaume II est emporté par une révolution socialiste, mais une autre révolution aussi bolchevique. C'est quasiment la guerre civile en Allemagne. En plus de la famine, on se bat dans les rues de Berlin, mais aussi, surtout à Munich. Mais ce sont les socialistes qui arrivent à demander l'armistice, pas la paix, hein, pas la reddition, l'armistice. Et de ce fait, dans l'esprit de beaucoup de soldats allemands, dès ce jour-là, on se demande, mais pourquoi arrête-t-on les combats ? Nous avons arrivé à stopper les Français dans les Ardennes. Ils ne sont pas arrivés sur le sol national. On peut continuer le combat, alors pourquoi arrêtons-nous? Ils ne savent pas qu'à l'arrière, la situation est horrible. Les socialistes tentent de faire ce qu'ils peuvent pour que les femmes, les enfants et les vieillards arrivent encore à survivre à la guerre. Alors, de ce fait, naît cette idée que dès 1918, beaucoup de nationalistes allemands utiliseront, c'est l'idée du coup de poignard dans le dos de l'armée. Adolf Hitler, qui est soldat dans l'Aisne, pour lui, cela est une vérité, tout comme beaucoup de ses copains soldats allemands. Et tout cela emmène vers les événements que nous connaissons. Vous voyez donc la valeur de ce 16 avril 17, un tournant vraiment dans l'histoire européenne, dans l'histoire mondiale, puisque ce 16 avril 1917 fait partie d'une suite d'événements historiques, mais bien humains, qui nous emmènent aujourd'hui en 2017.